Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons de jardin sur tous les plans. Focus aujourd'hui sur deux lieux, deux jardins où la culture et la permaculture se mêlent. Marjolaine et Lilian ont créé le jardin d'une figue dans le Poirier, un jardin original à la fois comestible et paysager, un lieu de détente et de culture où les paysages naturels s'associent à l'art contemporain. On le découvre avec eux aujourd'hui. À leur côté, Nicolas Bérard a lui quitté la région parisienne. Il est revenu aux sources, ou presque, on va découvrir ça. Il s'est installé au Tauly et a créé chapeau de paille et bottes de pluie. Un jardin de plantes, de petits fruits, le tout en bio et selon les principes de la permaculture. Un lieu où s'invite aussi la culture avec des concerts notamment. 26 minutes pour découvrir l'envers du décor de ces deux lieux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors on va faire un point météo pour commencer, un point saison. Comment se portent vos jardins en ce moment Nicolas, on va commencer au Tauly. Comment ça se passe? C'est très vert. Comme vous l'avez remarqué, on a un printemps plutôt pluvieux, légèrement froid, donc la nature n'est pas trop en avance, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Par contre, beaucoup d'enherbement dans les zones de culture, donc beaucoup de travail. Mais pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Plutôt bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dérèglement climatique ces dernières années. Comment ça se passe du côté d'un jardin, d'une figue dans le Poirier, Lilian? C'est vrai que ça se passe très bien cette année. Bon, effectivement, le changement climatique, c'est exactement ça. On a des années qui se ressemblent absolument pas. Et cette année-là, voilà, ça me rappelle un peu les printemps qui s'installaient calmement et ouais, doucement, comme pendant mon enfance, en fait. Donc, ouais, c'est chouette. Finalement, adaptation, c'est peut-être le maître mot, déjà quand on fait du jardin forcément, mais peut-être encore plus avec ce climat qui change d'une année à l'autre, on s'adapte sans cesse en fait. Oui, exactement. On passe notre temps à s'adapter et puis on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On peut pas... C'est imprévisible. D'accord. Alors, oui, allez-y. Quand on interroge effectivement les anciens, ils nous disent qu'avant, il y avait une année exceptionnelle, soit de sécheresse, ou gel tardif, ou grêle, une fois tous les 10 ans. Et aujourd'hui, chaque année, il y a un phénomène exceptionnel. Donc, ça se présente bien, mais c'est pas dit que c'est ça. on n'est pas à faire face à des difficultés durant l'été. Alors c'est une vie que vous avez choisie, tous les trois bien évidemment. Marjolaine et Lilian, le jardin d'une figue dans le Poirier, vous l'avez monté ensemble. Expliquez-nous un petit peu la genèse du projet. Marjolaine, est-ce qu'on peut revenir sur les débuts? Oui, sur l'historique. Alors donc une figue dans le Poirier, c'est un jardin associatif, mais qui est porté par un collectif de citoyens, donc des membres qui sont fédérés autour de nous. Mais le départ, la genèse du projet, elle vient quand même de la tête de Lilian. Voilà, parce que donc Lilian est jardinier paysagiste professionnel, diplômé de Reville-aux-Chênes. Et déjà, quand il avait 16 ans, quand tu étais en apprentissage, tu avais déjà cette idée d'un jour ouvrir à la visite un jardin. Mais ce n'était pas forcément le jardin tel que l'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot ou deux. Oui, c'était une version plus ornementale. Très esthétique, etc. Et puis, voilà, tu as parlé de moi, je vais parler de toi. Après, c'est bien comme ça. La rencontre de Marjolaine, on va dire, a enrichi un peu ma vision du jardin, avec un aspect un peu plus vivant, un peu plus humain, plus culturel. Et après, c'est toutes les rencontres qu'on a pu faire qui ont modelé ce qui a donné par la suite une figue dans le Poirier, quoi. C'est les rencontres finalement qui ont fait que le jardin d'une figue dans le Poirier est ce qu'il est aujourd'hui en quelque sorte. Oui, c'est un peu un lieu d'émulation de passion et de passionnés. Donc c'est sûr que... Et puis le projet va forcément évoluer dans le temps puisque nous-mêmes évoluons. Donc c'est un projet qui n'est pas figé. Ce jardin, il n'a pas cette vocation d'être figé. Il sera en permanente construction et évolution de par ceux qui porteront ce projet. Voilà. Donc... Il s'est installé au Giron Val-des-Jols en décembre 2015. Donc, c'est un jardin qui est plutôt jeune, même s'il a déjà plus de 7 ans et demi maintenant d'enracinement. Mais ça reste un projet toujours en cours de construction et on commence seulement à percevoir des subtilités de paysage, de perspectives, de lignes de fuite que Lilian avait dans sa tête, imaginé et qu'il avait posé sur papier. Mais ça y est, maintenant, on voit enfin l'évolution et ça, c'est plutôt gratifiant. Alors Nicolas, vous, c'est le projet d'une deuxième vie en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Avec ma conjointe, on est tous les deux originaires d'Alsace. On a vécu 20 ans en région parisienne. On menait une vie de citadin, voilà. Mais qui, avec le temps, nous satisfaisait de moins en moins. On avait envie de nature, d'une vie plus simple. Donc on s'est beaucoup questionné. Et puis quand on a pensé que c'était le bon moment, on a fait le grand saut.
Donc on fait partie de ces gens qu'on appelle les néo-ruraux, voilà, qui ne connaissent rien à la campagne, mais qui font beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre et s'adapter. Et donc, on a décidé de s'installer dans les Vosges parce qu'on voulait de la zone de montagne et que comme nos familles sont en Alsace et on a aussi des amis d'enfance en Alsace, c'était une manière de revenir un petit peu effectivement aux sources. Parce que vous n'étiez pas du tout dans le milieu. Ah non, absolument pas. Non. Alors, on s'intéressait déjà au jardin et puis au principe de la permaculture, mais la permaculture au sens large, comme une philosophie de vie presque. Voilà, donc on commençait vraiment à s'intéresser au sujet. Et puis là, maintenant, on peut dire qu'on a les mains dedans avec ma conjointe, pleinement dans la terre. Alors, vous avez choisi de vous installer au Tauly. C'était un lieu où il y avait déjà, avant votre arrivée, quelques années auparavant, une production. Tout à fait, oui. Alors nous on est d'abord tombé amoureux du lieu avant de démarrer le projet. Mais il se trouve qu'effectivement, c'est une ferme dans laquelle il y avait déjà des cultures. Au départ, des cultures de fleurs. Ils faisaient des fleurs séchées. Et puis ensuite, des plantes aromatiques et médicinales et des petits fruits. Voilà. Simplement, quand on est arrivé, les anciens propriétaires étaient partis depuis presque 3 ans. Donc les jardins étaient pâturés, en fait, pour l'entretien. Et donc tout était plus ou moins en friche. Donc on a remis en route les zones de culture, mais on partait déjà d'une base, on va dire, en termes de configuration qui était propice à la culture. Donc, est né chapeau de paille et bottes de pluie. Ah, oh là. Oui, ça c'est une petite histoire, c'est quand on a quitté la région parisienne, on a fait une grande fête avec nos amis, et voilà, on avait en guise d'invitation, on avait détourné le générique de Chapeau melon et bottes de cuir, évidemment, tout le monde a compris l'allusion, et on avait fait une petite vidéo nous mettant en scène, non pas avec un chapeau melon, mais un chapeau de paille, et puis non pas avec des bottes de cuir, mais des bottes de pluie, et donc... Finalement, quand on a cherché un nom pour l'activité, assez naturellement, on s'est dit, mais pourquoi pas garder ce nom-là et voilà. Ça sonne bien, on s'en souvient, on s'en rappelle. Beaucoup de travail depuis. Aujourd'hui, vous cultivez plantes médicinales et petits fruits principalement. Oui, effectivement, des plantes aromatiques et médicinales et des petits fruits, notamment des bleuets et des groseilles. C'est une gamme qu'on aimerait bien développer. Et puis surtout, après, on transforme tout de ces productions à la ferme, donc principalement dans des produits alimentaires. Donc on a un petit peu de tisane, quelques baumes pour le côté bien-être, mais on fait sinon des sirops, des gelées de fleurs, des confitures. Et puis on a une petite spécialité qui vient de nos origines alsaciennes, puisqu'on produit des biscuits secs aromatisés aux plantes des jardins. En référence au brédeleux de... Absolument, tout à fait. Marjolaine, est-ce que vous avez déjà goûté les biscuits secs de chapeau de paille et bottes de pluie? Alors, je vois bien que ça me fait saliver depuis tout à l'heure, hein, mais... Mais pas encore. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de goûter les biscuits de Claude et Nicolas. Par contre, j'ai pu déguster les autres produits et je dois dire que Vous nous les conseillez? Ah ouais, le plaisir gustatif est au rendez-vous. Alors, au Girmont-Val-d'Ajol, qu'est-ce qu'on trouve dans les jardins, Lilian? Alors, au jardin d'une figue dans le Pourrion, on va trouver, on va dire que la base, c'est une forêt comestible, donc des végétaux de tous les continents. Alors, ça, c'est une base, mais tout est pensé comme un jardin paysager. Et on va, parmi ce maillage de forêt comestible, trouver des sculptures d'art contemporain. De là, on va y trouver aussi d'autres humains. C'est un endroit riche en échanges, etc. On va y trouver aussi de l'information pour aider les gens à concevoir des jardins qui sont dans une idée de transition écologique. Alors, il y a plusieurs points communs entre vos deux lieux. Vous avez fait le choix de la permaculture. Vous en parliez tout à l'heure, Nicolas. Pourquoi la permaculture? Alors, vous parliez d'une philosophie de vie tout à l'heure. Ça va plus loin, j'imagine. C'est parti d'interrogations déjà, effectivement, par rapport aux problèmes environnementaux, par rapport au changement climatique. Hein. Et donc, quand on cherche un petit peu à comprendre et surtout qu'on cherche des solutions, le prisme de la permaculture apparaît comme vraiment assez évident pour... alors, pas forcément résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, chercher des pistes pour s'adapter à ces changements auxquels il va falloir faire face. Alors, si on devait expliquer en quelques mots le principe de la permaculture pour les personnes qui ne sauraient peut-être pas exactement ce que c'est, des fois on met un mot sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Comment vous définiriez la permaculture aujourd'hui? Alors, Lilian serait certainement plus qualifié que moi pour parler il va de permaculture parce qu'il forme les gens à la permaculture. Non, d'une manière assez simple, il faut le voir vraiment pour moi comme un outil en fait de réflexion, d'ailleurs qui a été créé par 2 Australiens dans les années 70 après le premier choc pétrolier,
pour justement adapter, mais pas seulement le monde agricole, hein, le monde dans sa globalité, s'adapter au manque notamment de ressources énergétiques auxquelles on aura à faire face un jour ou l'autre. Et puis il y a tout ce qui va avec en termes de pollution, etc. Donc c'est une vieille réflexion et en fait il y a pas c'est pas une méthode, c'est souvent effectivement résumé simplement à des buts de culture, voilà. Mais en fait il n'y a aucun guide de permaculture qui explique qu'il faut faire une butte. Simplement on en vient à la solution d'une butte dans certains cas de figure quand c'est utile. Et la permaculture c'est que ça, c'est que des adaptations à un projet, un milieu. Des plantes, voilà. Après, je pense que Lilian peut compléter. Est-ce que vous voulez compléter le propos? Si je devais faire une définition très très courte, ça serait de parler de bon sens. Mais après, au-delà de ça, la permaculture, oui, elle est conçue pour répondre aux besoins, à tous les besoins de l'humain, sans épuiser l'environnement de l'humain. Donc la faune, la flore sauvage et le voisinage aussi. Et donc c'est apprendre à connaître son environnement, plus ou moins proche, sur quel lieu on se trouve, parce que chaque lieu est unique. Je parle du jardin, parce que c'est la porte d'entrée souvent de la permaculture, mais on va aussi se pencher sur la question de l'habitat, sur comment vit le groupe social sur place, etc. Et tout ça sans épuiser les ressources des générations futures, effectivement. Et puis, non seulement préserver la biodiversité, mais parfois aussi même la restaurer, puisque certains lieux sont très dégradés et il y a besoin de donner le petit coup de pouce pour faire redémarrer les choses, quoi. C'est pas une simple forme d'agriculture, ça va bien au-delà en fait. Ça va bien au-delà, oui. C'est ça. Global. Et puis sur le côté agricole, en fait, nos sources d'inspiration, ça va être tout simplement ce qui pouvait être fait dans le milieu agricole avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'arrivée de la chimie, en fait, hein, tout simplement. Et donc oui, c'est du bon sens. Alors, je vous propose qu'on fasse... Pour compléter peut-être sur ce que dit... Pardon, Non, allez-y, Nicolas. Pour compléter ce que dit Lilian au sujet du modèle agricole, effectivement, on parle beaucoup d'agroécologie, et l'agroécologie applique beaucoup de principes de la permaculture. Voilà, on est vraiment sur des concepts très proches. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour qu'on regarde un reportage. On va parler aquaponie cette fois, une forme d'agriculture, là encore. On va en reparler juste après. Le reportage est signé Anne Didier et Morgane Doux. Donc ici, vous voyez, il y a des plants de courgettes, il y a des plants de concombres, il y a un gros mélange de différents légumes. Des courgettes, des tomates, mais aussi des salades poussent à la ferme de l'abbaye de Chaumouzet grâce à l'aquaponie. Le principe est simple, des poissons sont élevés dans un premier bassin, l'eau chargée de leur déjection est pompée vers un second bassin, dans lequel l'ammoniac des excréments se transforme en nitrite grâce à des bactéries contenues dans ces billes. Des nitrites qui viendront à leur tour nourrir les légumes cultivés dans ces bacs hors sol. L'eau propre, une fois débarrassée de ses nutriments, repart enfin vers le bassin des poissons. Un système vertueux qui attire de plus en plus de visiteurs tous les dimanches matins. C'est un projet qui est original et qui va dans le sens de la nature. C'est intéressant par rapport à ce qu'on mange et de trouver d'autres manières de produire une alimentation saine avec le moins de produits chimiques possible. À l'heure actuelle, les bonnes surprises, c'est que les visites des dimanches matins fonctionnent très bien. J'ai d'excellents échanges avec les gens, on s'apporte beaucoup en fait les uns des autres. Et les mauvaises surprises, non, pour l'instant, depuis que la partie administrative en fait est terminée, ça va bien. Une production qui fonctionne donc en circuit fermé avec des bassins remplis d'eau de pluie, récupérés grâce à cette toute nouvelle toiture en polypropylène, un matériau transparent qui permet également d'apporter de la lumière aux plantations. Pas d'arrosage, aucun engrais ajouté et pas de terre pour ce mode de culture hors sol, dans ces bacs remplis de billes d'argile ou sur ces radeaux de mousse flottants dans lesquels sont directement repiqués les plants de légumes. Je suis contente parce que ça commence réellement à pousser, à bien pousser. Par contre, on n'a encore pas fini les travaux puisque les 5 bassins sont en cours de construction et puis il reste encore 60 bacs de culture à mettre en place. Alors depuis, les bacs de culture ont été mis en place, parce que c'est un reportage qui a été tourné en août 2019. L'aquaponie ne vous a jamais tenté, Lilian, Nicolas Non, parce qu'on n'est pas dans le même environnement. C'est intéressant, je pense, pour le milieu urbain. Mais c'est vrai que nous, on a la chance de vivre dans des grands espaces et donc on peut se permettre de produire plutôt en s'étalant, plutôt que créer des systèmes qui sont plutôt condensés, productifs sur des petits espaces.
je pense que nous, on peut se permettre de laisser la plante avec ses racines en terre, etc., et de s'étaler un peu. On va revenir sur vos produits, Nicolas. L'idée, c'était toujours de rester, donc d'aller déjà dans la démarche jusqu'au bout, d'utiliser finalement ces fruits. Tout en bio, tout en naturel, c'est ça aussi, d'aller jusqu'au bout, mais en restant fidèle à vos valeurs, j'ai envie de dire, et tout est naturel. Oui. Alors, on essaye effectivement d'utiliser d'abord le moins d'ingrédients possible, donc pas d'additifs, pas de conservateurs, donc d'avoir l'aliment le plus sain et le plus naturel possible. Et puis d'essayer d'être le plus local possible. Et pour ça, il faut avoir effectivement la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Donc, on essaye aussi même d'avoir des sachets compostables, c'est le cas des sachets de biscuits, enfin voilà, d'être vertueux tant que possible. Je ne dis pas qu'on l'est complètement, mais on essaye en tout cas de proposer le produit le plus naturel et le plus vertueux possible. Alors c'est aussi une façon de mieux valoriser notre travail, parce que les métiers agricoles, surtout sur des petites surfaces, c'est compliqué d'en vivre. Et donc, de pouvoir proposer des produits transformés, c'est aussi apporter un peu de valeur ajoutée et donc d'arriver à vivre un peu mieux du métier que simplement en vendant du produit brut. C'est ça, un petit complément. Alors, on va parler de l'autre spécificité de vos jardins, c'est la dimension culturelle, artistique que vous avez souhaité apporter. Pour vous, c'était naturel, Marjolaine, d'avoir cette dimension dans le jardin, que ce ne soit pas uniquement un jardin, mais qu'il y ait beaucoup de choses autour. Oui, je pense que... Moi, je suis issue de la filière culturelle, en fait. Je ne suis pas de la filière technique. J'ai un master en histoire et en histoire de l'art. Donc, on va dire que forcément, c'est un peu mon défaut de formation. Pour moi, l'objectif aussi, tout à l'heure, on parlait de la définition de la permaculture. Pour moi, la permaculture, elle va aussi sur la création de liens sociaux, la création de temps forts, la transmission de connaissances au plus grand nombre selon les valeurs de l'éducation populaire. Pour moi, la science, elle doit être vulgarisée, elle doit être accessible à tous, aussi bien l'art et aussi bien la culture. Et donc, pour nous, c'était évident que dans notre lieu, il devait y avoir un espace dans lequel pourraient s'épanouir les arts sous toutes ses formes, la dimension de transmission aussi, et surtout ce côté lien intergénérationnel et multiculturel. Après, bien évidemment, c'est des valeurs que je porte en moi, que Lilian porte aussi en lui, que nos familles portent, parce que voilà, de mon côté, on a un fort engagement associatif de longue date dans ma famille. Donc, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et du coup, le jardin nous sert presque comme un support pédagogique à ciel ouvert, qui est aussi un prétexte à se retrouver et à tisser du lien. Et donc, on va proposer à la fois donc, des ateliers pour apprendre, des ateliers de transmission de savoir-faire ancestraux comme la vannerie ou même la forge. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Mais on va aussi créer des temps forts comme des festivals. On va proposer on a une scène de spectacle qui a été subventionnée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Donc, on va vraiment toujours essayer de s'améliorer aussi dans notre offre culturelle. Et aussi, le Giron Val d'Ajol, en fait, c'est un territoire qui est jugé prioritaire d'un point de vue de la culture, au sens culturel du terme. Et donc, comme on est un petit peu dans une zone qui a peu d'offres, le bar chez Narcisse fait extrêmement bien son travail. Enfin, il y a des emplacements un petit peu phares, mais pour tout ce qui est vraiment danse contemporaine, théâtre vivant, théâtre d'improvisation, concerts autres que punk et métal, que nous adorons aussi, et que nous plébiscitons, eh bien, du coup, nous, on va venir compléter cette offre-là à la hauteur de nos moyens et de nos possibilités. Et on fait notre part aussi sur cette... Pour avoir une offre la plus complète possible finalement sur le territoire. Qu'est-ce qui nous attend dans les grandes lignes pour cette saison au Jardin d'une Figue dans le Poirier ? Alors, donc, dans les grands temps forts, en fait, on en a à peu près 4 par an. Donc, on a le premier temps fort, c'est les rendez-vous au jardin du ministère de la Culture. C'est un événement national. Chaque année, il y a un thème que le ministère propose. Cette année, c'est les musiques des jardins. Et donc, nous, pour cette édition, on va proposer 2 concerts, des ateliers de musique avec un duo qui sont diplômés du Conservatoire du Haut-Rhin. On va créer un atelier expérimental de fabrication d'instruments en légumes. C'est totalement expérimental, complètement barré, on va voir ce que ça donne. Il y aura des visites guidées sensorielles, etc. Et puis, avec une petite restauration sur place dont les bénéfices reviendra 100% au profit de l'école du village. Voilà, parce que du coup, le milieu associatif, c'est aussi d'être solidaire. Donc, du coup, on essaye de soutenir les autres associations
du territoire quand on peut. Donc ça, c'est le premier temps fort. Et puis après, donc, on a des temps forts dans l'été. Donc on a le festival Réseau Nuance que Chapeau de paille et bottes de pluie accueille également. On va en parler dans un instant. Oui. Voilà. Et puis un autre grand temps fort de l'été, c'est le festival Épiment Fou. Donc ça sera la 2e édition. Et là, c'est une rencontre de tous les arts contemporains. Que ce soit le slam, le chant, la danse, l'art sous toutes ses formes. Et c'est une rencontre d'artistes, en fait, qui, toutes les 30 minutes, vont proposer des sets. Et ils vont créer en total impro ensemble. Des fois, on va composer des duos. Et la création, elle est ultra spontanée. Et l'année dernière, c'était un beau temps. Donc, on recommence cette année. Ce sera fin août. Hein. Fin août, oui, le 26 août. Le 26 août. Alors, on va reparler du festival Réseau Nuance. Nicolas, faire venir les concerts, la musique dans vos jardins, c'était aussi dans le projet initial ? Alors, pas forcément sous cette forme-là, mais comme je vous l'avais dit avec ma conjointe, nous on est vraiment tombés amoureux du lieu et assez vite on s'est dit mais ça c'est un lieu qu'il faut partager. Nous on n'est pas venus dans les Vosges pour s'isoler, même si on vit dans une ferme un peu isolée à l'écart du village, on avait envie aussi d'être pleinement intégrés. D'ailleurs on a été très bien accueillis par l'ensemble de la population. Mais en tout cas, il s'est trouvé que on n'a pas beaucoup de voisins, mais on a un voisin potier et son fils qui vit avec lui est musicien professionnel, violoncelliste. Il s'appelle Stan Duguay. Je pense que vous l'avez déjà reçu sur votre plateau. Voilà. Et donc et Stan voulait jouer dans notre jardin après le confinement, ce qu'on a fait. Et de là est née une idée plus large qui est le festival Réseau Nuance. Voilà, depuis, il y a une petite équipe de bénévoles qui s'est motivée, qui s'est montée autour de ce projet-là. Et on en est à la 3e édition cet été, qui aura lieu du 11 juillet au 4 août. Toujours un moment particulier. On sort un petit peu des standards où on va écouter de la musique. Là, on est dans un univers un peu particulier. Je pense que ça apporte une touche. Alors, c'est évident. Hein, c'est sûr que écouter la musique dans un cadre naturel, dans un jardin, c'est une expérience totalement différente que dans une salle de spectacle. Et surtout, ça permet de proposer au public des concerts à proximité de chez eux. Avec des musiciens de grande qualité, de grand talent. Et souvent, c'est des spectacles que les gens n'iraient pas spontanément voir dans une salle de concert. Et ils viennent parce que c'est proche de chez eux et c'est parce que c'est dans des lieux assez magiques. Et donc, effectivement, le festival est né, entre guillemets, dans nos jardins, mais assez vite, on a eu l'idée de l'ouvrir à d'autres jardins parce qu'il y a plein de belles initiatives sur le territoire. Et l'idée, c'était aussi de mettre toutes ces initiatives en réseau, d'où le nom de l'association Réseau Nuance, et de faire connaître aussi d'autres lieux. De valoriser les jardins. Donc il y aura aussi un passage. Deux passages. On accueillera 2 groupes. Et pour compléter, c'est vrai que l'aventure humaine, elle est clairement là. Parce que, par exemple, l'année dernière, pour la 2e édition, il y a des gens qui sont venus au Jardin du Fic d'Empoirier parce qu'il y avait Réseau Nuance. Et donc, ils ont dit c'était l'occasion de découvrir à la fois un concert, parce que c'est des gens qui sont mélomanes, qui suivent les aventures de Stan Duguay et le projet associatif de Réseau Nuance. Et en fait, c'était le prétexte pour venir découvrir le Jardin du Fic d'Empoirier. Donc, travailler ensemble, c'est aussi un des principes de la permaculture. Il n'y a rien de plus beau que la solidarité entre nous. Et comme on est tous complémentaires, en fait, on travaille main dans la main et ça crée des expériences humaines juste extraordinaires. Donc, on est une belle petite équipe. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets au jardin ? Il y a déjà pas mal de choses à faire. Alors, on va accueillir également un spectacle de théâtre cet été. Alors, la date n'est pas... je crois que c'est aux alentours du 15 août, mais je ne l'ai pas en tête. En tout cas, en communiquera sur les réseaux au moment venu. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir aussi davantage ouvrir le lieu, de faire connaître à la fois nos activités, mais aussi de sensibiliser, parce que je pense que on a tous un peu un devoir de transmission, de savoir... de connaissances, et puis de valeurs aussi, parce que je crois qu'on a choisi ces villas aussi parce qu'on est porté par des idéaux, des valeurs qu'on a envie de transmettre. Donc l'idée c'est d'ouvrir le lieu davantage, mais pour ça il faut qu'on crée un petit peu les conditions et les infrastructures, et puis ça demande un petit peu de temps. Et on va finir sur la transmission avec vous, Lilian, un petit mot quand même sur la Guilde du Graal. Vous avez plusieurs casquettes en fait dans le jardin. Exactement. Oui. Donc du coup, je me suis occupé de toute la partie conception du jardin, donc vraiment avec ma casquette de jardinier paysagiste, mais je suis aussi artiste plasticien et forgeron taillandier. Donc le taillandier, c'est celui qui forge tous les outils, et je me suis spécialisé dans les outils de travail du sol. Donc là, je joue avec mes 2 casquettes. Donc c'est des outils
forgé par un forgeron, mais pensé par un jardinier. Et la question, c'était qu'est-ce que c'est un outil en 2023 ? Donc, tout en s'inspirant des techniques ancestrales, on essaye sur le lieu de repenser les outils pour qu'ils s'inscrivent dans nos nouvelles pratiques agricoles. Et puis aussi, il y a une problématique économique. Voilà, il y a tout un tas de questions. Et la taillanderie, c'est quelque chose de passionnant, puisque c'est peut-être l'un des plus vieux métiers du monde. À partir du moment où il faut exécuter une tâche, que ça soit chasser, cueillir, etc., il fallait un silex, un morceau de bois taillé, etc. Et c'est ni plus ni moins que l'ancêtre du taillandier qui travaille à le faire maintenant. Donc voilà. C'est important pour vous d'avoir aussi cette dimension dans le jardin, et donc vous transmettez à travers des stages, des ateliers, hein, c'est ça, on parlait de transmission tout à l'heure. Exactement, chaque village avant était équipé d'un forgeron, là c'est plus le cas, ça revient tout doucement en France, on a de plus en plus de taillandiers et de taillandières, dans cette forge qui est située au cœur du jardin, on va réaliser des démonstrations de forge plutôt en été, et à la saison basse, il y a des stagiaires qui viennent d'un peu partout en France, voire même pays limitrophes, pour venir découvrir le métier. On a vu des images justement au moment où vous parliez. Mais écoutez, on arrive déjà au terme de notre émission. C'était intense. Merci beaucoup pour votre présence tous les trois sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.